Vers l'effondrement? Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident connaît une période de croissance économique inédite dans son histoire récente. Elle dure près de 30 ans, les 30 glorieuses. La consommation des ménages augmente fortement. Transport, habitation, loisirs, nourriture, habillement. L'industrie connaît une époque faste. Attention, le choix de lier les enseignements sur le taylorisme-fordisme à celui sur l'écologie politique est arbitraire. Il n'existe en aucune manière une seule cause au dérèglement climatique. En 1969, un groupe d'industriels réunis dans le Club de Rome pose une question. Est-il possible de croître à l'infini dans un monde limité? 3 ingénieurs du MIT rédigent une réponse publiée en 1972. Halte à la croissance, aussi appelé le rapport du Club de Rome. C'est le premier rapport scientifique d'importance sur le problème environnemental. Halte à la croissance peut se résumer de la manière suivante. Non, un monde limité ne peut pas croître sans limite. L'idée principale est que les atteintes à l'environnement progressent de manière exponentielle, et un jour il sera trop tard pour agir. Si on représente ceci sur un graphique, vous avez d'abord une progression mathématique. 1, 2, 3, 4. Ça s'oppose à une progression exponentielle. 1, 4, 8, 16, etc. Au début, ça monte tranquillement. Ça s'accélère. Lorsqu'on réalise l'accélération, il est trop tard. Pour l'illustrer, les auteurs du rapport utilisent l'allégorie de la mare. Imaginez une mare sur laquelle pousse un nénuphar qui double sa taille chaque jour. Le jour où il recouvre toute la surface, la vie sous l'eau meurt, privée de lumière. S'il faut 1 année pour que le nénuphar recouvre toute la surface, combien de jours reste-t-il alors que la moitié de la mare est encore à l'air libre ? La réponse est simple, seulement 1 jour. Or, à ce moment-là, selon les scientifiques, il sera trop tard pour agir. L'échéance du rapport est mise à environ 40 ans, c'est-à-dire en 2012, avant que le système ne soit plus contrôlable. Ce rapport est basé sur la théorie des systèmes, et c'est un des actes fondateurs de l'écologie politique. Les contestations sont nombreuses sur la théorie des systèmes, car la complexité des interdépendances rend la prévision à long terme très aléatoire. Par exemple, depuis 1972, la démographie s'est considérablement modifiée. Il y a un ralentissement de la croissance démographique qui modifie tout le système. L'ONU va cependant se saisir de cette question. Elle s'intéresse à la question de la croissance économique. Dans un premier temps, pour que chaque pays y ait accès. Et depuis 1992, pour concilier croissance et environnement. Ce n'est que très récemment qu'il y a une intervention pour limiter les atteintes au climat. En 1972, lors de la publication de Halte à la croissance, la même année se tient la conférence de l'ONU sur l'environnement humain. L'environnement devient une préoccupation internationale. C'est ce qui donne naissance au programme des Nations Unies pour l'environnement. Les États conviennent de faire le point tous les 10 ans. C'est la naissance des sommets de la Terre. En 1982, le sommet de Nairobi. Premier rendez-vous, premier échec. Les États-Unis négligent le rendez-vous. Le président Reagan a d'autres priorités. En 1992, c'est la conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement ou le sommet de Rio. C'est un sommet qui réunit 120 chefs d'État et des centaines d'organisations non gouvernementales. Il adopte la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, qui précise la notion de développement durable. C'est la naissance des programmes d'action pour le XXIe siècle, les agendas 21. Le principe du développement durable est que tout le monde a le droit à se développer, mais sans mettre en péril les générations futures. En 1995, il y a l'entrée en vigueur de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Négociée à Rio, cette convention est la première tentative de l'ONU de comprendre les changements climatiques et d'y apporter des solutions. Il est établi que les responsabilités sont communes, mais les efforts doivent être différenciés entre États industrialisés et États qui ne le sont pas encore. En 1997, la signature du protocole de Kyoto, le premier accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une réduction d'au moins 5% des émissions de 6 gaz à effet de serre avant 2012. La base de calcul est 1990.
Les efforts sont différenciés. Les gros pollueurs doivent réduire, tandis que les pays en développement ont le droit de polluer plus. Pour les États-Unis, l'idée de ralentir la croissance pose problème. La Chine, par contre, en pleine croissance, n'est pas concernée par l'accord. L'Union européenne s'y engage, mais les États-Unis s'en retirent. La Suisse adhère au protocole de Kyoto avec un objectif assez limité, et finalement les objectifs ne seront pas atteints. En 2002, le sommet mondial sur le développement durable, ou sommet de la Terre de Johannesburg, fait le bilan du développement durable. C'est lors de ce sommet que Jacques Chirac, président français, a cette déclaration « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Kyoto entre en vigueur en 2005. Il est suivi par le plan d'action de Bali, qui négocie l'après-Kyoto, puis la conférence des parties de Paris avec l'accord de Paris, qui limite le réchauffement à 2 degrés, puis la COP 22, puis la COP 23, puis la COP 24.